Vers 23 heures, dans la nuit du 3 janvier 2026, une fenêtre de quelques heures seulement est décrite comme suffisante pour faire vaciller l'équilibre du pouvoir au Burkina Faso. Le paradoxe, souligné par le récit officiel, tient à l'écart entre des moyens présentés comme limités et une mécanique capable de produire un vide politique rapide exploitable avant toute réaction institutionnelle. Que révèle cette séquence sur la fragilité d'un système lorsque Ibrahim Traoré est désigné comme la première pièce à neutraliser, et pourquoi cette logique concerne-t-elle directement la manière dont le public lit les discours sécuritaires? Une nuit évitée, mais des lignes de tension désormais visibles. La promesse de cette analyse n'est pas de relayer un récit spectaculaire, mais d'aider à comprendre la logique qui le structure afin d'éviter une lecture purement émotionnelle. Le bénéfice pour le spectateur, en une phrase, est de savoir distinguer une alerte crédible d'une narration destinée à produire un effet de sidération. Lorsqu'une tentative est décrite comme déjouée avant même son déclenchement, l'enjeu principal n'est pas seulement l'échec de l'action, mais la cohérence du scénario qui la rend plausible aux yeux des autorités. Ce qui est en jeu dépasse donc l'événement lui-même et touche à la manière dont la menace est cadrée, expliquée et rendue intelligible dans l'espace public. Une lecture trop confiante peut conduire à accepter un état de vigilance permanente sans en questionner les effets, tandis qu'un scepticisme excessif peut masquer des vulnérabilités réelles. Entre ces deux écueils, l'objectif est de poser des repères clairs pour comprendre pourquoi ce type de récit s'impose, comment il façonne les perceptions collectives et ce qu'il révèle des priorités sécuritaires à court et moyen terme. La première information qui modifie réellement la lecture tient en deux éléments simples. L'opération n'est pas décrite comme improvisée et elle est ancrée dans un horaire précis autour de 23 heures le 3 janvier 2026. Ce cadrage temporel, associé à un financement évoqué d'environ 70 millions de francs CFA, ne vise pas à impressionner, mais à établir la crédibilité d'une mécanique pensée à l'avance. À partir de là, le récit officiel se déploie moins comme une suite d'actes isolés que comme une chaîne séquentielle. La neutralisation de Ibrahim Traoré apparaît comme l'étape initiale, non comme une fin en soi. Elle doit créer un choc bref suffisamment intense pour désorganiser les premières deuils de réaction. Cette fenêtre est présentée comme décisive. Chaque minute perdue affaiblirait la capacité de l'État à reprendre l'initiative. Le contexte politique rend cette logique intelligible. Le Burkina Faso traverse une phase de transition marquée par des recompositions internes rapides, des lignes de loyauté mouvantes et une forte centralisation décisionnelle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré concentre à la fois une fonction opérationnelle et une charge symbolique, ce qui explique pourquoi le plan viserait un point humain précis, plutôt qu'une institution abstraite. Un autre détail, souvent sous-estimé, renforce cette lecture: le rôle attribué aux civils. Ils ne sont pas décrits comme de simples figurants, mais comme des relais destinés à observer, transmettre ou créer une apparence de soutien populaire après le choc initial. Cette articulation civilo-militaire transforme une tentative d'assassinat en projet de déstabilisation plus large, fondé sur des zones grises de loyauté et d'opportunisme. C'est ici que la question centrale se pose clairement. Qui possédait la capacité de coordonner des acteurs dispersés, avec des moyens limités, mais une synchronisation suffisante pour miser sur une seule nuit? Le récit suggère que comprendre cette tentative revient moins à identifier un tireur qu'à lire l'architecture du réseau et les conditions qui l'ont rendu possible autour de Ibrahim Traoré. Pour comprendre comment cette tentative a été stoppée avant son point de bascule, le récit officiel déplace volontairement le regard.
Il ne met pas en avant une figure héroïque isolée, mais une chaîne de vigilance présentée comme continue, portée par l'appareil sécuritaire dans son ensemble. Le personnage guide implicite n'est donc pas un individu, mais un dispositif. Surveillance des communications, recoupement de signaux faibles, puis démantèlement progressif de réseaux avant leur activation. Ce choix narratif produit un premier effet immédiat. L'événement central n'est plus l'attaque évitée, mais sa détection en amont. La tentative perd en spectacularité ce qu'elle gagne en portée structurelle. Elle devient la preuve d'une capacité à lire les marges, là où des actions banales peuvent servir de vecteur à un projet plus large. Deux micro-cas illustrent cette dynamique. D'un côté, des civils interrogés pour avoir servi d'intermédiaires ponctuels, parfois sans conscience claire de l'ensemble du dispositif. De l'autre, des militaires soupçonnés d'avoir cherché à recruter ou à convaincre d'autres soldats autour de missions ciblées. Ces situations ne décrivent voire ni une révolte populaire, ni une opération entièrement externe, mais des zones grises où opportunisme et loyauté instable se croisent. L'impact précoce de cette lecture est clair. La protection du chef de l'État cesse d'être un sujet strictement personnel pour devenir un test de cohésion interne. La vigilance citoyenne, les volontaires pour la défense du territoire et les services de renseignement sont intégrés dans un même récit de prévention. Le message sous-jacent est simple. Neutraliser un homme ne suffit pas à renverser un système, mais révéler ses failles permet d'en mesurer la solidité. La chronologie décrite par les autorités suit une logique en trois temps nettement identifiés. L'activation, le pic, puis les répliques attendues. Avant toute action visible, la phase d'activation repose sur une préparation discrète étalée dans le temps, visant à installer des relais humains capables d'agir sans attirer l'attention. Civils et militaires sont assignés à des rôles distincts mais complémentaires. Observer, transmettre, ouvrir des accès, recruter ou structurer de petits groupes opérationnels. Rien dans ce schéma n'est présenté comme spontané. La montée en puissance doit être suffisamment lente pour passer sous le radar, mais assez rapide pour permettre une synchronisation finale. Le point de bascule est situé avec précision autour de 23 heures dans la nuit du 3 janvier 2026. Ce moment marque le pic du scénario. La neutralisation de Ibrahim Traoré est alors décrite comme l'acte déclencheur, celui qui doit produire un choc immédiat. L'objectif n'est pas seulement d'éliminer une personne, mais de provoquer un effet de sidération capable de paralyser pendant quelques heures critiques les chaînes de commandement et de décision. Dans cette fenêtre très courte, chaque minute compte car le désordre initial est censé compenser l'absence de moyens lourds. Une fois ce choc installé, la seconde étape doit s'enclencher presque sans transition. Elle vise une cible stratégique présentée comme technologique, une base de drones considérée comme un verrou essentiel de surveillance et de réaction rapide. Affaiblir cette capacité revient à réduire la possibilité pour l'État de reprendre rapidement le contrôle de la situation. Ce détail révèle que la cible du plan n'est pas uniquement politique, mais aussi fonctionnelle, pensée pour neutraliser des outils précis plutôt que des symboles abstraits. Viennent ensuite les répliques attendues. Des groupes civils déjà mobilisés en amont sont censés occuper l'espace public et donner l'apparence d'un soutien populaire. En parallèle, des militaires acquis à la cause doivent tenter d'entraîner d'autres unités, créant un effet d'entraînement dans un contexte de confusion généralisée. Le désordre initial devient alors un levier transformé en opportunité stratégique. Ce qui frappe dans cette séquence est son emboîtement. Chaque étape dépend entièrement de la réussite de la précédente. Si la neutralisation initiale échoue, l'ensemble de l'édifice s'effondre. C'est précisément sur ce point que les autorités insistent pour expliquer l'échec de la tentative.
La détection en amont, les arrestations ciblées et la surveillance des communications ont rompu la chaîne avant le point de non-retour. Ainsi, la ligne des événements ne raconte pas une improvisation avortée, mais un pari calculé sur une nuit courte, destiné à produire un basculement durable. En ce sens, l'échec n'est pas présenté comme un simple contretemps, mais comme la démonstration que la mécanique a été neutralisée avant de pouvoir s'auto-alimenter autour de Ibrahim Traoré. Le point de départ chiffré est modeste, puis l'écart devient parlant, d'un réseau léger à un scénario capable de désorganiser l'État en quelques heures. Cette lecture, qui va de la ligne de base à l'écart, structure l'usage des nombres dans le récit officiel, non pour démontrer une puissance écrasante, mais pour rendre crédible une menace calibrée. Les autorités citent Sakoum d'abord une enveloppe financière d'environ 70 millions de francs CFA, présentée comme la somme la plus récente mobilisée pour la tentative. Pris isolément, ce montant reste limité à l'échelle étatique. Replacé dans son contexte, il devient suffisant pour rémunérer des intermédiaires, financer des déplacements et maintenir des relais locaux actifs sans attirer l'attention par des flux excessifs. Le second indicateur chiffré est temporel. Le déclenchement opérationnel est situé autour de 23 heures dans la nuit du 3 janvier 2026. Ce choix n'est pas neutre. Il correspond à une fenêtre où la vigilance humaine baisse, où les chaînes de commandement sont plus lentes et où l'effet de surprise peut compenser l'absence de moyens lourds. Autrement dit, le temps devient une ressource stratégique. Une nuit courte est censée produire un impact disproportionné, précisément parce qu'elle réduit la capacité de réaction avant l'aube. Un troisième chiffre introduit une dimension de répétition. Le récit évoque au moins une troisième tentative visant Ibrahim Traoré en moins de 2 ans. La donnée reste volontairement imprécise, mais sa mise en série change la lecture. Il ne s'agit plus d'un échec ponctuel, mais d'une pression continue, faite d'essais, d'erreurs et d'ajustements successifs. Cette répétition suggère une logique d'apprentissage où chaque tentative nourrit la suivante par correction des failles observées. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent un même profil. Le financement indique un seuil d'engagement suffisant pour coordonner, mais insuffisant pour contrôler totalement. L'horaire révèle une stratégie d'optimisation du chaos fondée sur le facteur humain plutôt que sur la force brute. La répétition, enfin, installe l'idée d'un cycle plutôt que d'un épisode isolé. Tester, échouer, corriger, recommencer. Ces chiffres appellent néanmoins une lecture prudente. Ils proviennent d'un récit porté par des autorités directement impliquées dans la gestion de la crise. Leur fonction première n'est pas seulement descriptive, mais aussi explicative. Ils servent à crédibiliser une mécanique, à montrer que la menace n'est ni massive ni improvisée, mais ciblée, séquentielle et mesurée. C'est précisément ce calibrage qui permet de présenter l'échec comme une victoire stratégique. Le réseau est privé de son principal levier sans obtenir l'escalade qu'il aurait recherchée. La question qui demeure est alors moins celle de l'exactitude de chaque chiffre que de leur cohérence d'ensemble. Suffisent-ils à expliquer pourquoi cette tentative a été jugée sérieuse, ou participent-ils aussi à renforcer l'image d'un pouvoir vigilant et indispensable? Dans cette zone grise entre information et narration, comprendre le rôle des nombres devient essentiel pour lire ce qui entoure Ibrahim Traoré, sans confondre intensité du discours et réalité du danger. Une première objection sérieuse vise la cohérence même du récit. Présenter une tentative structurée dotée d'un financement identifié, d'un calendrier précis et de relais civils et militaires peut paraître trop ordonné pour être entièrement crédible. Selon cette lecture, décrire un adversaire organisé servirait surtout à renforcer la légitimité du pouvoir en place, à justifier une mobilisation sécuritaire accrue et à installer l'idée que la vigilance permanente est indispensable.
Le risque serait alors de confondre une enquête en cours avec une narration déjà stabilisée. Une seconde critique porte sur les sources. L'essentiel des informations provient d'autorités directement impliquées dans la gestion de la crise. Les détails opérationnels, les montants évoqués et les responsabilités attribuées n'ont pas encore été soumis à une contradiction publique complète. Dans ce cadre, l'ampleur réelle de la menace pourrait être surestimée et l'unité supposée des acteurs impliqués exagérée par rapport à des dynamiques plus fragmentées et opportunistes. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles rappellent que tout récit sécuritaire est aussi un acte politique. Pourtant, plusieurs éléments résistent à cette mise en cause. D'abord, la logique séquentielle décrite n'exige pas une organisation massive. Une chaîne courte composée de cellules peu nombreuses mais coordonnées suffit à produire l'effet recherché si le point d'entrée est bien choisi. La sophistication tient moins à la taille du réseau qu'à son timing et à sa capacité à exploiter des failles humaines. Ensuite, l'implication conjointe de civils et de militaires, même à des niveaux marginaux, correspond à des schémas déjà observés dans des contextes de transition politique rapide où les loyautés restent instables. Ce type de configuration n'implique pas une adhésion idéologique forte, mais des convergences temporaires d'intérêts et d'opportunités. Enfin, la répétition des tentatives visant Ibrahim Traoré affaiblit l'hypothèse d'une simple mise en scène ponctuelle. La persistance suggère un conflit non résolu autour de la trajectoire politique du pays plutôt qu'un épisode isolé instrumentalisé à des fins de communication. Ainsi, le débat ne se situe pas entre vrai et faux, mais entre surestimé et suffisant. Même si chaque détail reste à vérifier, la cohérence minimale du schéma décrit suffit à expliquer pourquoi cette tentative a été traitée comme une menace sérieuse plutôt que comme un incident marginal. Le point de bascule réel ne se situe ni dans une arrestation spectaculaire, ni dans une déclaration martiale, mais bien plus en amont, dans l'observation de gestes ordinaires. Selon le récit des autorités, de nombreux civils interrogés n'étaient ni des idéologues ni des conspirateurs aguerris. Ils assuraient des tâches modestes, transmettre un message, livrer un objet, observer un lieu, sans toujours mesurer la portée globale de leurs actions. C'est précisément cette banalité qui aurait permis de cartographier le réseau. En reliant ces micro-tâches, les services de renseignement auraient de reconstituer une architecture plus large, faite d'acteurs dispersés mais convergeant vers une intention commune. La menace n'a donc pas été révélée par un signal fort, mais par l'accumulation de signaux faibles, visibles uniquement lorsqu'ils sont mis en relation. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré cesse d'être seulement la cible finale. Il devient le point autour duquel ces indices du quotidien se croisent, se répondent et finissent par se trahir mutuellement. Le complot ne s'effondre pas sous le poids d'une force supérieure, mais sous celui de sa propre normalité. Cette inversion du regard change la nature même de la victoire revendiquée. Elle ne repose pas sur une capacité à frapper, mais sur une attention prolongée aux marges, là où les réseaux cherchent à se fondre dans la routine sociale. C'est là que la synchronisation a été rompue, avant que la nuit ne puisse basculer autour de Ibrahim Traoré. Les effets de cette tentative déjouée ne se lisent pas de la même manière selon les acteurs, mais ils convergent vers une reconfiguration immédiate des priorités. Pour l'État, d'abord, l'épisode renforce la centralité de la sécurité comme matrice de décision. La protection de Ibrahim Traoré devient indissociable de celle de l'appareil institutionnel dans son ensemble. La réussite mise en avant n'est pas tant l'arrestation de suspects que la continuité assurée du commandement. En contrepartie, cette logique justifie un resserrement durable de la gouvernance, des enquêtes prolongées et une communication sécuritaire omniprésente.
La stabilité est préservée, mais au prix d'une tension constante entre prévention et normalisation. Du côté des entreprises, l'impact est plus ambigu. À court terme, l'échec de l'opération évite un choc brutal qui aurait paralysé les activités économiques et les chaînes logistiques. La continuité rassure. À moyen terme, cependant, l'incertitude persiste. Les acteurs privés évoluent dans un environnement où la sécurité peut redevenir prioritaire à tout moment, au détriment de la fluidité administrative et de la visibilité réglementaire. Cela se traduit par une prudence accrue, des investissements différés et une dépendance renforcée à la clarté des signaux envoyés par le pouvoir autour de Ibrahim Traoré. Pour la population, les conséquences sont à la fois immédiates et diffuses. Les appels répétés à la vigilance modifient le quotidien. Signaler un comportement suspect devient un devoir civique, mais aussi une source potentielle de tension sociale. Des gestes ordinaires peuvent soudain être relus à travers un prisme sécuritaire. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré est perçu à la fois comme une figure de protection et comme un point de cristallisation des peurs et des attentes. La sécurité s'invite dans les relations de voisinage, dans le travail, dans la manière d'interpréter l'autre. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode résonne au-delà des frontières. Les accusations de soutien extérieur, qu'elles soient prouvées ou non, alimentent une méfiance durable entre États voisins. Le Burkina Faso apparaît comme un espace de friction où se croisent rivalité politique, alignement diplomatique et stratégie d'influence. L'échec de la tentative n'éteint pas ces dynamiques, il les rend plus visibles et parfois plus sensibles. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent un même constat. Éviter une nuit de chaos n'efface pas les tensions structurelles. Cela les reporte parfois en les amplifiant. La question centrale devient alors moins ce qui a été empêché que ce que cette prévention change durablement dans les pratiques de l'État, de l'économie, de la société et de la région autour de Ibrahim Traoré. À horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires principales peuvent être envisagées, sans prétendre prédire l'avenir, mais en éclairant des directions plausibles. Le scénario de base prolonge la dynamique actuelle. La pression sécuritaire demeure élevée et structure l'agenda public. Les enquêtes se poursuivent, les réseaux d'identifiés sont fragmentés et la prévention devient le prisme dominant de l'action de l'État. La stabilité a Soska maintenue, mais au prix d'une gouvernance plus resserrée où chaque incident mineur est interprété comme un signal potentiel. Dans ce cadre, la protection de Ibrahim Traoré reste centrale, intégrée à une logique de vigilance permanente qui façonne durablement les priorités institutionnelles. Le scénario optimiste repose sur un effet catalyseur. L'échec de la tentative agit comme un apprentissage collectif. Les dispositifs de renseignement gagnent en efficacité, la coordination entre civils et militaires s'améliore et la vigilance citoyenne se normalise sans basculer dans la suspicion généralisée. La sécurité cesse progressivement d'être vécue comme une urgence exceptionnelle pour devenir une routine maîtrisée. La protection de Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans des procédures plus discrètes mais plus robustes, permettant à l'État de desserrer progressivement l'étau sécuritaire et de réinvestir des priorités de fonctionnement courant. Le scénario dégradé, enfin, mis sur l'usure. La répétition des alertes entretient une spirale de méfiance. Les réseaux adverses se recomposent par petites touches, testent à nouveau les marges et contraignent les autorités à répondre par des mesures toujours plus visibles. Le risque n'est pas un effondrement soudain, mais une érosion lente. Fatigue institutionnelle, crispation sociale et brouillage des signaux régionaux. Dans ce contexte, la figure de Ibrahim Traoré demeure un point focal permanent.
concentrant attente et tension sans offrir de sortie claire. Une même recommandation de lecture traverse ces trois scénarios. Ne pas confondre intensité et direction. Une séquence sécuritaire peut être bruyante sans être décisive ou discrète tout en étant profondément structurante. L'enjeu n'est donc pas de compter les alertes, mais d'observer ce qu'elles transforment réellement dans les pratiques, les équilibres et la capacité du système à évoluer autour de Ibrahim Traoré. À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite et rejoint l'expérience directe du spectateur. Ce type de séquence agit d'abord comme un rappel de la fragilité des équilibres politiques. Une tentative d'échouer ne signifie pas la disparition du risque, mais l'installation d'un climat où l'alerte devient une composante ordinaire de l'information. Cette répétition influence la manière de consommer les nouvelles, de hiérarchiser ce qui paraît important et de décider ce qui mérite attention ou distance critique. Pour une partie du public, cette accumulation nourrit une vigilance accrue. Les discours officiels sont scrutés, comparés, parfois pris comme des repères nécessaires pour comprendre un environnement perçu comme instable. Pour d'autres, l'effet inverse apparaît. Trop de récits de menaces finissent par produire une fatigue informationnelle. La capacité à distinguer l'essentiel du bruit s'émousse et l'alerte permanente peut glisser vers l'indifférence ou le désengagement. Un troisième registre touche au lien social. Les appels à signaler, à observer, à se méfier transforment subtilement les relations ordinaires. Le voisin, le collègue, l'intermédiaire occasionnel peuvent changer de statut symbolique. Cette modification du regard, rarement mise en avant, pèse pourtant durablement sur le sentiment de normalité et sur la confiance quotidienne. Dans ce cadre, la figure de Ibrahim Traoré fonctionne comme un symbole ambivalent. Pour certains, elle incarne une protection face au chaos. Pour d'autres, elle devient le point focal d'un cycle sans fin de tensions et d'alertes. La question qui se pose alors aux spectateurs n'est pas de choisir un camp, mais de décider comment intégrer ces récits sans se laisser enfermer dans la peur ni dans le déni. Une lecture opérationnelle de cette séquence conduit à esquisser une sortie par étapes sans promettre de solution rapide ni définitive. La première étape concerne la clarification des rôles. Les autorités sécuritaires mènent l'enquête et la prévention, mais la communication publique doit rester factuelle, bornée aux éléments établis. L'objectif est d'éviter que l'alerte permanente ne se transforme en outil de confusion ou en source de rumeurs auto-entretenues autour de Ibrahim Traoré. La deuxième étape vise la normalisation de la vigilance. Informer sans dramatiser, expliquer sans désigner. Cela suppose des relais civils capables d'identifier des signaux crédibles plutôt qu'un appel indistinct à la suspicion généralisée. Le critère d'évaluation n'est pas le volume des signalements, mais leur qualité, leur traçabilité et leur utilité réelle pour la prévention. La troisième étape touche à la sécurisation institutionnelle. La protection de Ibrahim Traoré doit évoluer d'un régime d'urgence visible vers un dispositif intégré, plus discret mais plus robuste. Cette transition se mesure dans la capacité à maintenir des standards élevés sans recourir à des mobilisations exceptionnelles répétées qui finissent par user les institutions comme la population. Une quatrième étape concerne les marges régionales. Les accusations de soutien extérieur, qu'elles soient fondées ou non, appellent des canaux diplomatiques fonctionnels, même minimaux. L'objectif n'est pas l'apaisement immédiat, mais la réduction des malentendus exploitables par des réseaux opportunistes. Enfin, une cinquième étape relève du temps long. Mesurer ce qui change réellement. Diminution des tentatives, stabilisation des loyautés ou simple déplacement des tactiques. Sans ces indicateurs, chaque succès reste isolé.
Cette feuille de route n'élimine pas le risque, mais elle le rend lisible et donc gouvernable autour de Ibrahim Traoré. La séquence se referme là où elle avait commencé, une nuit qui n'a pas basculé. Non pas comme un exploit spectaculaire, mais comme un rappel silencieux de ce qui tient encore et de ce qui reste fragile. L'image qui demeure n'est pas celle d'une attaque manquée, mais celle d'un pays suspendu entre vigilance et épuisement, entre protection nécessaire et normalité altérée. Tout au long du récit, le fil conducteur n'a jamais été la violence elle-même, mais ce qu'elle révèle lorsqu'elle est évitée. Les réseaux, les montants, les calendriers décrits par les autorités donnent une ossature factuelle. Pourtant, l'empreinte la plus durable est émotionnelle. Elle réside dans l'idée que l'équilibre collectif repose parfois sur des gestes invisibles, sur des décisions prises loin des projecteurs, sur une attention prolongée portée aux marges. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement un nom répété dans des communiqués de sécurité. Il devient un point de convergence symbolique autour duquel se projettent des attentes contradictoires. Sécurité, continuité, changement. L'échec de la tentative n'a pas clos l'histoire. Il a instauré une pause chargée de tensions accumulées. Une phrase résume ce moment. Éviter le chaos ne suffit pas à réparer les fractures. Ce rappel discret, plus que l'événement lui-même, éclaire la suite et invite à regarder au-delà du choc immédiat. Arrivé à ce point, le récit n'appelle ni applaudissement ni condamnation réflexe. Il invite plutôt à un déplacement du regard. Les tentatives d'échouer, les alertes répétées et les récits de sécurité fonctionnent souvent comme des miroirs grossissants. Ils concentrent l'attention sur un moment précis, alors que les dynamiques décisives se jouent dans la durée au niveau des institutions, des pratiques et des comportements collectifs. Pour le public, l'enjeu est à la fois plus simple et plus exigeant. Suivre l'actualité sans s'y enfermer. Écouter les discours officiels sans les répéter mécaniquement. Accepter que certains éléments restent flous tout en refusant les raccourcis confortables. Comprendre n'est pas prendre parti, mais exercer un travail patient de tri, de mise en perspective et de mise à distance. Dans ce sens, cette séquence ne dit pas seulement quelque chose d'un événement précis, mais de la manière dont une société traite l'incertitude et la menace. La stabilité n'est jamais un état acquis. Elle se construit au quotidien, souvent de façon discrète, parfois fragile. La question finale reste ouverte face à ce type de situation. Préférez-vous réagir à l'événement immédiat ou interroger ce qu'il révèle du système qui l'entoure et de votre propre manière de le lire?